Du mois, et donc l'émission reçoit aujourd'hui deux invités qui sont venus ensemble. Donc Régis Daubin, qui est l'animateur des éditions Oxybia, pardon. Bonjour. Et bonjour. Et puis ils viennent donc du 06 de Magagnosc. Moi, je viens d'Artignosc. Voilà. Et Daniel Finesse, qui est auteur de Dans les plis du chagrin, et qui vient aussi du 06. Du 83. Du 83, d'accord. Donc on va avoir une rencontre avec eux. Ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un éditeur dans le 06 et puis qu'est-ce que c'est que ce livre Dans les plis du chagrin. Voilà, donc on va démarrer cette émission. Alors, peut-être qu'on peut demander à Daniel Finesse, qui est l'auteur qui vous accompagne aujourd'hui, si effectivement, pour elle, il s'est passé quelque chose dans cette rencontre. Ça s'est passé comment ? J'ai rencontré Régis à Grasse au cours de journées que l'Harmattan, qui était l'éditeur chez qui j'étais à l'époque, avait organisées. Et puis on était toute une bande d'auteurs de l'Harmattan. Et Régis est venu près de notre table à demander s'il pouvait s'asseoir aussi. Mmh. On a trouvé que c'était culotté parce qu'on était plusieurs et puis on voulait rester entre nous. Il avait une tête sympathique, on a dit oui, pourquoi pas. Donc il s'est assis. Et puis de fil en aiguille, on l'a trouvé franchement intéressant. Il nous a parlé d'Oxybia. Et voilà. Et depuis, on ne s'est pas quitté. C'est-à-dire on se voyait régulièrement. Et il m'est arrivé très souvent de penser à lui en me disant, le prochain livre que je vais écrire, je vais demander à Régis s'il veut bien l'éditer. D'accord. Donc vous n'aviez à l'époque de la rencontre pas de livre à éditer, mais c'est venu après, quoi. Quand vous vous êtes dit, ce livre-là que j'attaque, c'est pour lui. C'est avec lui que je veux le faire. Oui, au fur et à mesure que je l'écrivais, je me disais, comment tu vas demander à Régis s'il veut bien accepter le livre. J'avais écrit 3 livres chez l'Harmattan et celui que vous allez présenter tout à l'heure est tout à fait en rupture avec les 3 autres. Donc voilà, c'est pourquoi je lui ai demandé. Alors, il n'a pas dit vraiment oui. Hein. S'il vous dit le contraire, c'est un menteur. Il n'a pas vraiment dit oui. Il a dit oui, je vais voir. Donc, ce n'était pas très rassurant comme réponse. Hein. Et puis, il l'a fait lire à son comité de lecture. Et vous savez ce que le comité de lecture a dit ? Non. On est emballé. Ah, bon. Donc, alors, c'est peut-être ça qu'il l'a décidé. Bon. Donc c'était une rencontre qui était finalement... lui, il n'était pas emballé sur ce livre. Il était prudent, on va dire. Prudent. Oui. Mais c'est peut-être le rôle, justement... Ouais, mais en fait, je ne l'ai pas lu, le livre. Bon, d'accord. Voilà, donc comme ça, c'est fait. Et non, en fait, je voulais travailler avec Daniel aussi depuis longtemps. Mais je faisais un peu durer le suspense. Et en fait, le comité de lecture n'a fait que... dire oui, ok, on peut y aller. Mais sinon, en fait, voilà, moi, encore une fois, je fonctionne comme ça. Donc, oui, on s'était rencontrés, mais voilà, on avait sympathisé, on avait parlé beaucoup. Donc, voilà, je voulais en savoir plus. Et puis, entendre parler de son livre. Voilà, après... Non, je trouve que c'est assez intéressant parce que, bon, quand on est éditeur, on ne se décide pas forcément sur le texte. Il y a d'abord la rencontre. Apparemment, pour ce qui vous concerne, il y a une rencontre, vous avez eu envie l'un comme l'autre de travailler ensemble. Oui, ça, c'était primordial déjà dans le choix. C'était important par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Puis il y avait aussi le thème du livre, moi qui me touche parce que j'ai vécu exactement la même chose que Daniel. Donc ça aussi, j'appréhendais en fait, parce que le livre, j'ai commencé à le lire. Après le comité de lecture. Ouais, mais je ne suis pas arrivé à le lire. D'accord. Voilà, parce que ça me touche trop. Si je me sens... Justement, j'avais acheté des livres avant qui parlaient du deuil, du rupture, et donc, j'avais été déçu en fait par les livres parce que je trouvais qu'ils étaient pas assez intimistes, qu'ils n'allaient pas assez en profondeur dans les sentiments de ce qu'on peut éprouver quand on perd quelqu'un, tout ça. Donc, voilà.
comme on a commencé à parler du thème du livre, il va falloir qu'on dise maintenant pour les auditeurs de quoi il est question. Donc c'est un livre sur le deuil. Hein. Oui. C'est venu comment Alors c'est un livre sur le deuil, sur la perte irréparable d'un être dans une famille heureuse, militante, très militante, qui milite au Parti communiste depuis les années 45, qui se consacre entièrement à cette vie politique, mais qui voit derrière la porte le socialisme qui va arriver. Donc on est très heureux dans cette famille. Et puis voilà, arrive cet accident de voiture en avril 61, ce cataclysme qui va effondrer à la fois la vie familiale, mais aussi la vie politique, c'est-à-dire que l'idéal va s'effondrer aussi avec la famille. Avec la disparition de la personne. Oui, parce que cette famille va se trouver, enfin ces adultes qui sont les parents, vont se trouver confrontés à l'incompréhension de l'appareil politique, qui n'admet pas cet effondrement et qui considère que cet homme et cette femme doivent continuer de militer. Et comme cet homme a des responsabilités importantes dans le Parti communiste, le parti exige qu'il revienne reprendre ses fonctions. Mais il ne le peut pas. Il ne le peut pas. D'accord. Dis donc. Oui, donc ça s'appelle, oui, alors il y a un sous-titre, donc ce livre s'appelle Dans les plis du chagrin, il y a un sous-titre qui s'appelle Lettre à l'absent. Oui. Donc, alors, il se passe dans ce livre un dialogue, comment ça se passe en fait? Oui, alors c'est un dialogue à une voix, parce que évidemment l'absent ne répond pas du fait qu'il est mort, et que j'ai mis quand même non même plus, j'ai mis 50 ans à écrire ce livre. Voilà. Donc je m'adresse à lui pour lui raconter en quelque sorte sa propre mort, mais aussi la dévastation de cette famille, ce que c'est devenu. Et ce que je voudrais souligner, c'est cette erreur fondamentale que nous avons faite dans la famille, c'est le silence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mort, plus personne ne s'est autorisé à parler de lui. Alors, quand vous dites dans cette famille, c'était la vôtre, a priori. Oui, c'était la mienne. C'est pas du tout imaginé. C'est donc quelque chose de pas un livre vécu. Fictionnel. Oui. C'est un livre, on peut dire, autobiographique. Et je lui raconte ce que nous avons vécu depuis qu'il est mort. D'accord. 50 ans. Depuis 50 ans. Depuis 54 ans, exactement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui... Vous avez écrit plusieurs livres, vous nous l'avez dit tout à l'heure, je veux dire, qui n'étaient pas du tout dans le même style. D'après ce que vous dites, j'ai changé complètement, c'est complètement différent. Et est-ce que ça a préparé ce travail pour ce livre-là, les autres? Oui, parce que les 3 livres qui étaient édités chez L'Harmattan étaient des livres à la fois autobiographiques, fictionnels, historiques. Je voulais raconter à la fois l'histoire d'une famille, d'une saga, et les événements politiques, économiques, sociaux qu'elle traversait, cette famille. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai pensé que j'avais à écrire aussi l'histoire de ce deuil. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que la question que je voulais, c'était est-ce que pour une chose très importante qui est ce deuil, est-ce qu'on se dit pas, je l'écrirai plus tard quand j'aurai déjà travaillé sur l'écriture? Je ne me disais pas forcément conscient. Non, je ne me disais pas, je le travaillerai plus tard. Je me disais, je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas l'écrire. Alors, vous savez, il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas écrire sur sa famille. Je crois que les écrivains actuels, certains ont des problèmes et voire des procès avec leur famille. Je ne sais pas comment ce livre va être reçu par ma famille, parce qu'il y a encore des gens qui vivent et qui ont connu ce drame avec moi. Peut-être sont-ils
choqué, attristé, malheureux, je n'en sais rien, je ne sais pas encore. Voilà. Mais je l'ai écrit. Et ce que je dis aussi à un moment, c'est que il fallait que je restitue à cet homme de 20 ans, qu'il est mort à 20 ans, il fallait que je lui restitue une vraie place familiale. Pas n'importe quoi, pas ce qui est tronqué, qu'on raconte après. Voilà. Daniel, donc le livre parle de la disparition d'un homme jeune, hein, et le bouleversement de toute une famille. Alors non seulement une famille proche, hein, les parents, et puis aussi une famille plus large qui est une famille politique, et en particulier un parti. Et là, vous allez nous lire un extrait qui explique ce qui s'est passé à ce moment-là, la réaction des personnes de ce parti. Oui, alors mon père avait de grandes responsabilités dans le parti et par conséquent, du jour au lendemain, il a cessé de militer. Donc l'extrait que je vais vous lire, c'est la réaction... Donc votre père, c'est le père de la personne qui disparaît. C'est ça, c'est le père d'André. D'accord. Cricri, ma petite, venait de s'endormir dans mes bras. Quand on a sonné à la porte de l'appartement, elle n'a pas sursauté. 2 hommes se sont présentés. Je ne les avais jamais vus. Papa les connaissait et les a salués. « Bonjour, camarade. » Celui qui avait une casquette sur la tête l'a soulevée et l'a enfouie dans la poche intérieure de son veston. Les 3 hommes se sont retirés dans la salle à manger. Notre père a fermé la porte. Je n'entendais pas sa voix, juste quelques échos des paroles des 2 camarades. « Oui, bien sûr. Il faut que tu reviennes. Maintenant, intérim. Mais pas durer, ils insistent. Les militants voudraient pas la lutte. » Dans l'entrée, quand papa les a raccompagnés, je l'ai entendu. Il articulait « Je sais, camarade, mais laissez-moi le temps de pleurer mon fils. » Les autres n'ont pas répondu. Au début de l'automne, un jeudi encore qui décidément s'est révélé être le jour des basses besognes, les 2 camarades sont revenus. Ils avaient le teint pâle de ceux qui dorment peu. L'entrevue a été brève. Ils étaient juste venus réclamer les clés des locaux du parti dont papa était responsable. Et puis, le coup de grâce. Ils s'immobilisent sur le seuil. « Ah, au fait, on voulait te dire, camarade, le parti a trouvé à vous remplacer Angèle et toi à la caisse des écoles. » Papa a refermé la porte derrière eux. Lentement, une veine gonflait son cou. Il a regardé notre mère et dit « Le parti est une belle femme qui m'a trahi. Il n'a pas su attendre. » Il ne voulait pas le montrer, mais l'effondrement se lisait sur ses épaules affaissées contre le mur. Il essayait de réaliser ce qui lui arrivait. Alors, Régis, pourquoi on a envie de publier un livre comme ça? Qu'est-ce qu'on a envie de faire partager quelque chose? Ça vous semble important, un texte, un vécu comme ça? Oui, parce que c'est aussi mon vécu, comme je disais. Donc, ça me permet peut-être, moi aussi, ça me permettra peut-être d'évacuer aussi certains traumatismes que j'ai aussi. Donc voilà, déjà, c'est ça. Et puis, après, la maison d'édition produit, édite des textes forts, engagés, des livres engagés. Donc voilà, celui-ci est dans la ligne. D'accord. Alors, donc un livre engagé, vous l'auteur, vous aviez quel a été le facteur déclenchant de ça, de dire d'un seul coup je vais écrire cette histoire qui est une histoire personnelle, et vous vous êtes dit pour des lecteurs, vous vous êtes dit qu'est-ce que je veux leur dire? Est-ce que c'est venu simplement dire faut que je l'écrive parce que je suis le porteur de quelque chose, ou est-ce que ça peut intéresser d'autres personnes? Est-ce que partager ce que j'ai vécu, ça va permettre à des lecteurs de grandir dans quelque chose? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce drame est arrivé il y a plus de 50 ans. Et il y a une théorie de psychologie qui parle du deuil et qui dit que dans le deuil, il y a 5 étapes qu'on franchit dans le temps.
Donc ces 5 étapes, j'ai eu le temps, moi, de les franchir, de les passer, de les réaliser. Et à l'heure actuelle, je suis dans la dernière étape du deuil, c'est-à-dire l'acceptation. Si vous voulez, juste pour rappel, il y a 5 étapes. Il y a le déni, on n'accepte pas la mort, on n'y croit pas, il faut absolument que quelqu'un nous dise que ça ne s'est pas produit. Il y a la colère à la fois contre ceux qui entourent la mort, mais aussi contre le mort lui-même. Il y a le marchandage, c'est une étape du deuil difficile dans laquelle on se dit au lieu de mourir, tu aurais pu vivre handicapé et nous, on t'aurait soigné. Enfin, tout un marchandage avec la vie et la mort. Il y a une autre étape qui est la tristesse. Donc je raconte dans le livre que cette tristesse, comme l'a très bien démontré Elisabeth Kubler-Ross, qui parle des étapes du deuil, peut se prolonger indéfiniment. Et puis, si cette étape est franchie, il y a l'acceptation. Et aujourd'hui, je suis à un âge où je suis dans l'acceptation de cette mort. Mais je n'aurais pas pu l'écrire avant, puisque je n'avais pas parcouru tout ce temps. Oui, c'est intéressant parce que certains pourraient dire, mais pourquoi après 50 ans, on ressort tout ça? Et donc, c'est justement parce que vous avez franchi toutes ces étapes que vous pouvez en témoigner, enfin apporter tout ce travail, quoi. Oui, et par rapport d'après vous, qu'est-ce que quelqu'un qui lit ce livre peut... alors, Régis a en partie répondu à la question. Qu'est-ce qu'il peut y trouver? Donc, Régis disait, moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire. Donc, ça peut aider à franchir certaines de ces étapes, d'après vous. Oui, parce que je crois que nous sommes assez semblables, vous savez, par rapport à une perte irréparable. Je crois que les gens qui vont pouvoir... Les lecteurs qui vont pouvoir lire ce livre vont se retrouver dans ces étapes. Alors, je ne sais pas quelles étapes ils auront franchies. Peut-être ils seront arrivés au bout du parcours, c'est-à-dire à l'acceptation. Mais sachez que parfois, on ne les franchit pas, toutes ces étapes. On peut très bien rester dans le déni. Par exemple, vous avez des gens qui ont perdu leur mari et qui vont passer le reste de leur existence à parler au fauteuil qui est en face, parce que cette mort n'est pas acceptée. Vous en aurez d'autres qui vont rester dans la colère, d'autres dans le marchandage, d'autres dans la tristesse. Et puis, enfin, il y a des gens qui arrivent à être pacifiés par rapport au deuil qu'ils ont vécu et qui vont pouvoir se souvenir de cet homme ou de cette femme ou de cet enfant de manière paisible. Voilà. Ouais, puis c'est difficile d'en parler, je pense aussi. Donc forcément d'évacuer, parce qu'on garde tout pour nous en fait. Donc c'est ça qui est, je pense, qui est compliqué à gérer en fait. Parce qu'on dit 50 ans, mais moi mon frère est décédé en 77, pareil, d'un accident de voiture. J'y pense pas tous les jours. Mais il y a certains moments de la vie, certains moments où on partage quelque chose, où boum, ça nous tombe dessus et on repense et voilà. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est qu'on a dit là c'est bon et puis non, c'est pas bon en fait. Ça revient et c'est encore plus violent et c'est au moment où on s'y attend pas. Voilà, c'est tout ce parcours-là que décrit Daniel en fait. D'accord. Et c'est intéressant pour un lecteur de retrouver ce parcours-là. Parce que vous dites, on n'en parle pas. Donc c'est intéressant que d'autres en parlent. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit, mais ouais, ça fait 50 ans, oui, ça fait 25 ans, mais pourquoi j'arrive pas à vivre avec? Pourquoi j'ai pas oublié? Pourquoi... Voilà, enfin surtout, essayer de vivre au mieux avec. Mais c'est un tel traumatisme que, voilà, en fait, on a vraiment du mal. C'est déjà, enfin, c'est la première fois où je parle comme ça du livre et je suis ému déjà. J'ai vraiment du mal à parler parce que c'est vrai que c'est très 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 fort ce qu'on ressent. En fait. Je crois que c'est l'objectif est atteint si ça permet effectivement de ressentir des choses. On peut en lire peut-être un autre. Peut-être pour rebondir sur ce que dit Régis.
je peux vous lire un passage justement sur ce silence familial. La mort ne nous était pas indifférente. Nous avions compris depuis des années que la vie se termine un jour. Au terme de la vie, chacun de nous est appelé à disparaître. Nous en étions conscients. Mais la mort restait un concept, une abstraction. Même la disparition des enfants juifs du Sacré-Cœur sous les bombardements de 1943, que j'avais cru vivre dans ma chair, était un traumatisme bouleversant de l'enfance qui n'avait pas rendu la mort palpable. Je m'étais identifiée à ces petites victimes inconnues. Le choc intérieur ne résonnait que de moi. Comparé à ta mort, ce drame ne fut qu'une illusion de la souffrance. Confrontée au cataclysme de ta mort, notre famille tout entière est entrée dans un monde de silence, cadenassant la parole, celle qui relate les souvenirs nombreux de la vie passée, évoque les disparus. Ta mort nous avait amputés des chemins de ta vie, des étapes de ton avenir. Elle rendait infranchissable ce que nous aurions dû faire. Parler, parler, parler de toi, mettre des mots sur notre souffrance, les pensées torturantes, les cauchemars. Au lieu de cela, nous avons traîné nos visages silencieux, dissimulé les larmes de la nuit, fait semblant de ne pas souffrir. Chacun a porté son bagage de solitude et avec une apparence trompeuse s'imposa l'effort de l'impassibilité. Oui, effectivement. Donc, alors, tout au long, vous utilisez le tu. Hein, vous adressez à lui en permanence. Voilà. Et effectivement, il répond jamais. Oui. Voilà. Et ça, comment, je veux dire, comment on le gère en fait? Justement, est-ce que dans ce livre, on apporte une réponse? Il y a l'être à l'absent, vous l'avez dit au départ, il répond pas forcément. Mais comment on avance là-dedans, comment on marche dans ses pas un petit peu, parce qu'on réinvente la vie qu'il aurait pu avoir? Alors, c'est ce que je fais à la fin du livre. À la fin du livre qu'on pourrait appeler les regrets. Et je lui dis, voilà ce qui serait arrivé si tu avais vécu. Si tu avais vécu, tu serais devenu un grand scientifique, tu aurais été comparable à Maroiana, qui est un grand mathématicien qui vient de la même île que nous, c'est-à-dire la Sicile. Tu serais devenu donc ce grand scientifique. On aurait acheté une maison ensemble. Tu aurais appris à faire du cheval à nos petits-enfants. Enfin, voilà, vous voyez, ça c'est la période des regrets. Mais c'est une période qui n'est pas vraiment douloureuse parce que pour y parvenir, il faut avoir accepté la mort. C'est une période qui est inventive en même temps. Elle est complètement parce que ce que vous dites, c'est très positif. Une maison, des enfants, faire du cheval, enfin voilà. On l'aurait acheté. On entend les enfants se baigner bord de la plage. Donc c'est assez positif. Ouais. Oui, c'est positif et je crois que ça correspond à l'acceptation. Et si parmi nos auditeurs, il y a des personnes justement qui ont ce genre de regret, c'est-à-dire qui voient un avenir qui n'est pas advenu, je crois qu'ils sont dans l'acceptation. Il faut qu'ils se réjouissent d'en être là, parce que ça veut dire qu'ils ont rencontré la paix. Donc avec Daniel Chinès, donc avec son livre Dans les plis du chagrin, Lettre à l'absent, qui est la dernière production des éditions Oxybia. Donc justement, on parlait de la disparition de quelqu'un de jeune à 20 ans, et donc les 50 années qu'il vous a fallu pour franchir les différentes étapes du deuil, les 5 que vous définissez, les 5 étapes. Et vous me disiez hors antenne que finalement, ce qui n'était pas facile aujourd'hui, c'était que lui, il avait 20 ans et aujourd'hui, vous pourriez être sa grand-mère. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que, est-ce qu'on garde de quelqu'un qui disparaît? Est-ce qu'on a tendance à le garder comme il était au moment de sa disparition? Les deux. C'est-à-dire que on le voit tel qu'il était à 20 ans. Et d'ailleurs, les photos vous rappellent comment il était physiquement. La seule chose que je dis dans le livre, c'est que je ne retrouve plus sa voix. Je ne sais plus
je n'entends plus sa voix d'enfant ni de jeune homme, et je ne sais pas comment sa voix se serait transformée. Par contre, physiquement, j'ai imaginé tout au long de ces décennies comment il pourrait vieillir. C'est tout à fait étrange. J'ai franchi ces étapes en me disant, mais là tu aurais 40 ans, là tu en aurais 50, voilà. Et puis aujourd'hui, il aurait plus de 70 ans, et je me suis imaginé comment il serait. Et c'est possible d'imaginer ça ? Oui, oui, je le vois assez bien, oui. Moi, c'est pas tout à fait le même domaine, mais c'est vrai que j'étais en train de faire du rangement chez moi, et j'ai retrouvé des lettres écrites à des petites amies d'une époque où j'avais moins de 20 ans. Et effectivement, la question qu'on se pose, c'est... comment ont-elles vieilli ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Quelle a été leur vie ? Où ils sont ? Et ça vous remonte comme ça, et voilà, c'est aussi une perte d'une certaine façon. Et voilà, mais on essaie d'imaginer peut-être comment ils sont. Et on les reconnaîtrait pas dans la rue forcément. Si nous avions le temps, je vous raconterais comment j'ai retrouvé la fiancée de mon frère. Oui. À travers des péripéties administratives, j'ai fini par la retrouver, celle qu'il aimait et celle à qui il avait écrit un nombre considérable de lettres. Je le savais parce que j'ai retrouvé dans une armoire en formica que nous n'avions pas ouverte depuis 5 ans, plus de 50 ans. Nous avons ouverte seulement il y a 1 an et demi. Nous avons retrouvé toutes les lettres qu'elle lui avait écrites. Avec mon frère, celui qui vit encore, nous nous sommes demandé ce que nous allions en faire. Moi, j'étais plutôt partisane de les garder, et mon frère a décidé de les jeter. Donc nous les avons jetés. Il se trouve que cette fiancée, je l'ai retrouvée 3 mois après. Ça faisait plus de 50 ans que je la cherchais, je l'ai retrouvée. Évidemment, nous ne nous sommes pas reconnus physiquement. Et ça a été une situation douloureuse parce que je venais faire effraction dans son couple, dans le couple qu'elle avait formé avec son mari, celui qu'elle avait épousé bien après la mort de mon frère. Et ça n'a pas été tenable comme amitié. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me retire, et je l'ai fait volontiers parce que j'ai senti que c'était trop fort pour elle et c'était trop fort pour son mari aussi. Voilà. Voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous vouliez nous lire un autre extrait ? Oui, vous avez préparé un autre extrait ? Justement, ce que je suis devenue. D'accord. Tu es décédé à 20 ans. Avec le temps, ta mort m'a plongé progressivement dans cette expérience improbable, insensée, d'être 3 fois plus âgée que toi. Je pourrais maintenant être largement ta grand-mère. De fraternelle, ma place s'est déplacée vers un horizon maternel. Tu m'as abandonnée à la vie. De ta jeunesse et de la mienne, ta mort a compliqué l'expérience cruciale de l'existence. Être femme, mère, grand-mère, vieille. J'ai passé ma vie à être en manque de toi. Si tu avais été à mes côtés, je me serais sentie plus en sécurité. J'aurais décuplé mes forces, tu m'aurais conseillé, tu aurais arrêté le bras prêt à s'emballer et à se jeter dans un imbroglio. Il paraît que les morts veillent sur les vivants. Ce silence définitif, je l'ai peuplé de nos dialogues imaginaires. Souvent, je t'ai raconté la transformation détestable de notre quartier de Blanche à Pigalle. Mes chagrins de la vie, c'est à toi que je les ai confiés. Je n'ai parlé de toi à personne. Les larmes au bord des cils dérangent. Bon, on n'ira pas peut-être plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on digère. Mais enfin, ça vaut le coup d'aller dans ce livre parce que je crois qu'effectivement, ça remue un certain nombre de choses, comme disait Régis, dont on n'a jamais parlé, qu'on a tous vécu plus ou moins. Et donc, je pense que ça peut aider beaucoup de gens, effectivement. Et c'est le rôle pour moi d'un livre, quoi, de partager quelque chose qui peut aider
Alors, il y en a qui n'auront pas envie d'entrer dans ce type de livre. Il y en a d'autres qui auront très peur de ça. Puis il y en a d'autres qui sont Il y en a qui peuvent pas, ouais. Oui, qui peuvent pas. Mais il y en a d'autres. Alors, c'est une façon aussi, Régis disait, j'ai vécu des choses similaires. Et c'est une façon aussi de se décentrer. C'est-à-dire, au travers de l'histoire d'un autre, d'éviter de creuser trop sa propre histoire. Donc peut-être que c'est une façon de dire, voilà, et ça peut aider à sa propre histoire. Je crois que c'est le rôle des livres aussi. Voilà. Tout à fait. Alors, ce que je voulais finir avec Daniel, c'est que vous avez une longue vie. Vous nous l'avez dit, vous êtes grand-mère et vous avez fait un certain nombre de métiers. Vous avez enseigné, oui. Et vous êtes aujourd'hui thérapeute toujours? Non, aujourd'hui non. Vous avez été psychothérapeute. Hein. Je suis un peu psychothérapeute, c'est-à-dire j'ai conservé quelques patients qui m'appellent ou que je rencontre à Paris. Mais en fait, ce métier, évidemment, j'ai aussi pris ma retraite de ce métier-là. D'accord. Mais par contre, vous animez toujours des ateliers d'écriture? Des ateliers d'écriture, des cafés littéraires. On a le projet avec Régis de refaire ce café littéraire que j'adore animer. C'est celui sur Pierre Desproges. J'espère que que ça va se faire. Il faut que je négocie avec la nouvelle mairie de Grasse. De Grasse. Oui, parce que en fait, tout près de chez moi, il y a une petite chapelle. Et donc, j'ai émis l'idée d'organiser des choses dedans pour animer le quartier. Des cafés littéraires, oui. Café littéraire, spectacle, tout est ouvert. Mais il faut que je récupère le sésame, la clé de cette chapelle. Donc voilà, c'est en cours. Donc j'y travaille. Donc j'espère que début 2015, on pourra mettre en place quelque chose. Alors justement, Daniel, oui, c'est Daniel. Les ateliers d'écriture, ça permet à certains de se libérer de choses comme ça? Oui. C'est tout à fait singulier ce qui se passe dans un atelier d'écriture. J'ai souvenir d'un atelier à Draguignan où une femme a raconté pour la première fois de sa vie ce qui lui était arrivé. Elle s'était fait agresser dans une rue un soir où elle revenait du travail et elle ne l'avait jamais raconté à personne. Mais personne, ni à ses parents, ni à son mari, ni à personne. Et dans cet atelier, à l'occasion d'une proposition d'écriture que j'avais faite, elle a raconté cela. Alors évidemment, après, ce qui est à gérer, c'est l'émotion. À la fois l'émotion de la personne qui a écrit et puis l'émotion aussi que ça suscite chez les autres. Mais vous savez, quand j'avais fait mes études de psychologie, il y avait un prof qui nous avait dit, dans un groupe, quand quelqu'un raconte quelque chose de dramatique pour lui, il y a deux sortes de réactions. Ou bien le groupe est mal à l'aise, ou bien le groupe est empathique. Quand il est mal à l'aise, c'est que ce qui a été raconté est pas forcément réel ou bien assimilé. Tandis que quand le groupe est triste, c'est que vraiment la personne était en contact avec ce qu'elle avait vécu. D'accord. Donc je vous invite à lire le livre de Daniel Chinès, donc Dans les plis du chagrin, Lettre à l'absent. Il y a 50 ans d'accumulation, c'est quand même de vécu. Et puis la sortie du livre, oui, c'est vrai que fabriquer le livre, mais après, effectivement, le mettre à la disposition des lecteurs, c'est pas aussi simple qu'on pense. C'est pas aussi simple. Ouais. Et puis ce que Régis ne vous dit pas, c'est que c'est un éditeur extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lui envoyer le manuscrit ou de lui remettre dans les mains. Il va passer un temps fou à exiger de vous de revoir page par page comment c'est écrit. Mais après, il nous raconte qu'il n'a pas lu le livre. Oui, il raconte qu'il n'a pas lu le livre, mais le nombre de fois où nous avons parlé de chacune des pages me fait vous dire aujourd'hui, en toute simplicité, qu'il doit l'avoir appris par cœur. Je ne sais pas si je le prends comme un compliment.
Non, mais elle c'est pareil. Daniel m'a fait en fait un compliment quand je lui ai amené le livre. Je lui dis ça va, tu es contente, tu es surprise? Elle me dit non. Il est exactement comme je l'avais imaginé et comme tu m'avais dit qu'il serait. Je me trompe pas? C'est bien ça que tu m'as dit? Exactement ça, oui. Voilà.